journal, Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. L'armée malienne aura 65 ans demain mardi, un 65e anniversaire qui sera marqué par un grand défi au génie militaire. Sur place, tout est mis en œuvre pour réussir cet hommage à notre outil de défense. 65 ans de l'armée malienne, 65 ans d'efforts colossaux consentis par l'État pour améliorer les conditions de vie et de travail des hommes. Gros plan sur certains projets phares dans cette édition. Le président sierra-léonais présente ses excuses aux victimes de la guerre civile qui a fait plus de 100 000 morts. Il s'exprimait à l'occasion de la journée nationale du souvenir. Toute attaque visant le guide suprême serait une déclaration de guerre, menace le président iranien. Une réaction au président américain Donald Trump qui appelle à trouver un nouveau dirigeant. C'est un partenariat qui aura donné une visibilité au journal de week-end de la télévision nationale. Pendant toute l'année de la culture, les présentatrices du 20h étaient habillées en tenue traditionnelle grâce à la styliste Kouyaté Amnada Pedro, un partenariat dont il sera question dans ce journal. Le Sénégal remporte la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a battu hier en finale le Maroc par 1-0 au terme des prolongations. C'est tout pour les titres. Demain 20 janvier 2026, l'armée malienne aura 65 ans d'existence, 65 ans de sacrifices et de combats pour préserver l'intégrité territoriale et assurer la protection de la population. Ce 65e anniversaire sera marqué par un grand défilé au génie militaire. À quelques heures de l'événement, le ministre en charge de la sécurité, représentant son collègue de la défense, était sur le site pour passer les dernières consignes avant le jour J. Son constat avec Youssouf Diakité. C'est dans une atmosphère empreinte de détermination que s'est déroulé cet exercice de simulation des forces de défense et de sécurité. C'est dans la mouvance de la célébration du 20 janvier, fête nationale de l'armée. Général de division Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est la dernière grande répétition avant le jour J, donc avant le mardi 20 janvier. Je viens d'assister à un défilé à hauteur de souhait, un défilé de femmes et d'hommes professionnels. Nous avions encore montré que nous sommes une grande armée, une armée qui monte en puissance. Et ce qui a été montré est rassurant, très rassurant. Je peux déjà dire à nos populations, au chef suprême des armées, à toute la population malienne, que le mardi 20 janvier, nous allons réserver un grand défilé, un défilé digne des grands jours. L'alignement dans les colonnes, dans les lignes, ensuite le format des sections, les distances entre les différentes unités, tout était vraiment bien respecté. C'est dire que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du 20 janvier. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur du génie service. On est toujours dans la mouvance d'améliorer les conditions de vie des femmes et les cérémonies se passent très généralement au 34e régiment du génie. Et pendant les cérémonies, les pauses sanitaires sont vraiment difficiles. C'est la raison pour laquelle on a décidé de bâtir une surface de 120 mètres carrés avec un salon ministériel, un salon présidentiel même, avec ses toilettes et 2 blocs de 5 toilettes pour les officiels, pour qu'on puisse maintenir les bonnes conditions pour les hommes. Général de division Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est toujours dire à nos forces armées de sécurité de rester vigilantes. La fête, oui, mais nous devons rester vigilants partout où nous nous trouvons. Que nous soyons dans les villes, que nous soyons dans les postes de sécurité, les postes de contrôle, partout où un porteur d'uniforme se trouve, il doit rester vigilant. Parce qu'aujourd'hui, nos ennemis profitent souvent de nos grands jours pour essayer de nous asséner des coups. Donc nous ne devons pas baisser la garde. Je les invite à accroître la vigilance, à accroître le renseignement, à accroître les patrouilles sous toutes ses formes, que ce soit de jour comme de nuit, pour éviter toute surprise désagréable. L'occasion était bonne pour les élèves du Prytanée militaire de Kati de faire une démonstration sur la thématique « L'indivisibilité du pays, le vivre ensemble et la restauration d'une paix durable sur toute l'étendue du territoire national ». Oui, pour restaurer la paix au Mali, les femmes consentent d'énormes sacrifices, souvent au prix de leur sang. Pour permettre une prise en charge adéquate des blessés de guerre, l'État ne lésine pas sur les moyens. Cette mission est confiée à la polyclinique des armées située à Kati, qui traite des pathologies telles que la traumatologie et la psychiatrie. Immersion dans cette structure sanitaire clé de l'armée sous la conduite de Nyanya Aliou Traoré. Bonjour Maïga, comment tu vas? Polyclinique des armées de Kati. Nous sommes un jeudi, il est 9h et ici, à l'hôpital militaire de Kati, c'est un jour de consultation. Du côté de l'unité de Donto, le commandant Abdrahman Salia Maïga a par contre une civile. Effectivement, en fait, 90% de nos patients sont des civils. Généralement, c'est des cas de fractures dentaires qui sont fréquentes. Souvent, les dents ne sont pas conservables. Souvent, on est obligé d'extraire. Après, il faudrait penser à faire des prothèses.
Ensuite, c'est des cas où on fait des contentions, c'est-à-dire qu'on essaye de coller, immobiliser les dents pendant une période de 45 jours. Ensuite, souvent, c'est des cas où il y a une fracture de la mandibule. En ce moment, on fait aussi une contention, on bloque souvent la mâchoire pendant 45 jours. Et quand il y a une consolidation, après on lève la contention, les artères. La polyclinique des armées de Kati est l'un des fleurons de nos forces de défense et de sécurité. Colonel Adama Kanté, directeur de la polyclinique des armées. Nous avons principalement deux catégories de blessures que nous recevons ici, à notre niveau. Il y a d'abord les blessures physiques, et qui est dans les lésions apparentes. À côté de ces blessés physiques, nous avons des blessés psychiques. Le travail au quotidien des hommes et femmes rompus à la tâche sur place est en adéquation parfaite avec la devise des services des armées: prévenir, soigner et soutenir. Du côté de l'unité psychiatrique, dirigée par le colonel Ismaïla Makalou, cette devise est un sacerdoce. Il y a deux types d'hospitalisation, c'est-à-dire il y a sous contrainte parce que c'est des gens qui viennent souvent très agités. C'est-à-dire on les isole un peu, c'est-à-dire sous le sceau, c'est-à-dire des difficultés psychiques, des gens aussi qui ont des difficultés sur le plan psychique, mais de façon évolutive. L'autre côté, c'est l'hospitalisation libre, où on peut les hospitaliser sans problème, ils vont avoir les traitements qu'il faut, ils peuvent être évalués et les accompagner. Toutes les conditions sont réunies pour que les braves soldats mis en mal lors de leur mission au service du pays puissent regagner un jour le théâtre des opérations. En tous les cas, c'est le souhait émis par certains des blessés de guerre rencontrés lors de notre passage. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Dieu merci. Et la santé, ça va mieux aujourd'hui? D'accord. Sergent-chef Modibo Diko, blessé de guerre. J'ai une fracture de la jambe droite au cours d'une mission à Ségou. Caporal Alassane Bagayugo, blessé de guerre. Depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, je suis hospitalisé ici à Kati. J'ai été blessé par une mine à Sikasso. Depuis mon admission, je bénéficie des soins et d'un accompagnement de qualité. Je tiens à remercier les autorités, particulièrement le président de la transition. Dans la structure hospitalière, une unité dédiée entièrement à la traumatologie est fonctionnelle et très bien fréquentée. D'ailleurs, ce jour, le colonel Gaussou Fane procédait au contrôle d'un jeune soldat blessé à Boulkessi. Ce dernier retrouve petit à petit ses fonctions mobiles grâce au suivi du service de santé des armées. Il y a un train poussé, voilà. Ça, c'est pour tester les forces musculaires. Après une intervention chirurgicale, c'est le quotidien des malades, c'est surtout les douleurs. Donc maintenant, il marche avec une béquille. L'objectif recherché, c'est qu'il retrouve l'état avant la blessure. Chaque blessé a ses spécificités et la prise en charge s'adapte à chaque besoin, selon le colonel Adama Kanté, directeur de la polyclinique des armées. Nous avons des postes médicaux avancés qui sont sur le théâtre. En cas de blessure, par exemple, ils font les premiers soins, ils font les premières évaluations et ils font un compte rendu rapide. Maintenant, c'est en fonction de ce compte rendu que l'évacuation est programmée. Généralement, c'est des évacuations qui peuvent se faire soit par air, soit par terre. Il y a un deuxième cas d'évacuation, ça c'est les évacuations qui se passent également du poste médical avancé vers les centres médicaux de garnison ou bien les centres médicaux chirurgicaux de garnison. Dans ce travail-là, nous évoluons en parfaite collaboration avec les hôpitaux civils. Le colonel Kanté nous parle également du partenariat robuste entre la polyclinique et certains pays amis du Mali. Il arrive souvent que certains blessés graves soient, après les premières prises en charge ici, en fonction de l'évolution et en fonction des indications, sont souvent évacués soit sur la Tunisie, souvent sur le Maroc, et même récemment souvent sur la Turquie. Là, c'est aux frais de l'État. La polyclinique des armées de Kati nourrit beaucoup d'ambition quant à la prise en charge des blessés. Des travaux sont en cours dans l'enceinte du bâtiment pour la création de nouvelles unités de soins, toujours dans le souci de servir les populations maliennes en général et les militaires en particulier. Des militaires bientôt logés dans du neuf grâce à la volonté du chef suprême des armées. Un projet de construction de 4000 logements décents a été lancé en 2022 dans la mouvance de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne. C'est dans ce cadre que 1000 logements sont en train d'être construits pour les FAMA à Kati en face du camp militaire. Nous nous sommes rendus sur le chantier pour voir l'évolution des travaux. Le constat avec Siaka Konati. Une cité militaire est en gestation en face du camp de Kati. La première pierre des 1000 logements pour les FAMA a été posée le 20 janvier 2022 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en marge de la célébration du 61e anniversaire de l'armée malienne. Mais les travaux ont réellement démarré 1 an et 10 mois plus tard,
une initiative présidentielle visant à mettre un terme au logement précaire dans les casernes. Colonel Ibrahim Traoré, sous-directeur du génie service à la direction générale du génie militaire. Ce projet de 1000 logements à Kati est un vaste projet qui s'étend sur environ 70 hectares dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos forces armées. C'est un projet qui a été démarré depuis octobre 2023 et dont la composante est des logements pour les militaires, les officiers, les sous-officiers, les militaires d'Iran, les célibataires pour officiers et aussi un supermarché et un jardin d'enfants. Le projet comporte 3 types de logements. La première catégorie concerne les villas pour les officiers mariés, composées de 3 chambres, d'un salon climatisé et ventilé, d'un garage, d'une capacité de 2 véhicules. Il y a aussi une annexe comprenant une cuisine, un magasin et une toilette extérieure. Les 2 autres types sont destinés aux sous-officiers mariés et militaires des rangs mariés MDR. Il s'agit des appartements à 2 niveaux, composés de 3 chambres, un salon également climatisé et ventilé, une cuisine et une toilette. Colonel Ibrahim Traoré. Il y a 10 entreprises qui travaillent sur le projet et ces entreprises sont en cours et sont très avancées dans le projet. On est en moyenne, certains ont même fini leurs travaux, d'autres sont en cours. Et dans ce projet, la mission de la direction du génie militaire, c'est à peu près de jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. Parce que dans ce projet, en plus des entreprises qui travaillent, il y a aussi un bureau d'études, le bureau Aldi, qui assure la mission de contrôle. Mais tous les travaux au profit de l'armée se font avec l'implication de la direction du génie militaire. Donc, nous jouons souvent le rôle d'exécutant et il nous arrive quelquefois d'assurer la mission de contrôle. Comme on travaille avec les entreprises civiles, s'il y a un bureau de contrôle, nous devenons en ce moment le maître d'ouvrage délégué. En fait, nous veillons sur l'exécution des travaux au profit du maître d'ouvrage qui est le ministère de la Défense et des anciens combattants. 9 entreprises sont chargées de la construction des bâtiments. Selon le colonel Ibrahim Traoré, les travaux sont exécutés à 80%. Car les rythmes diffèrent d'une entreprise à une autre. 3 entreprises ont déjà terminé les travaux. Ousmane Diakité, directeur général de ANA Service. Ce qui nous concerne directement l'entreprise ANA Service, nous, on est en phase de la réception technique. On a fait la demande de la réception technique et on a en cours de faire cette réception-là. C'est un cas où vous terminez à faire des travaux, vous faites une correspondance pour dire que vous avez fini avec les travaux. Donc en ce moment, la mission de contrôle avec l'entreprise passe dans les bâtiments pour vérifier s'il y a des malfaçons. Donc s'il y a des malfaçons, on vous demande de corriger ceci avant de passer à la réception provisoire. Nous, on a 11 blocs de 4 logements pour les sous-officiers et on a 7 blocs de 8 logements pour les militaires des rangs, MDR. L'aménagement des caniveaux et les revêtements des voies intérieures sont confiés à un groupement d'entreprises qui compte achever les travaux d'ici le 20 janvier 2026. Abdul Karim Koumariko, représentant du groupement d'entreprises EGK Intercol. Nous avons aménagé 19 km de caniveaux. Sur les revêtements aussi, nous sommes à 19 400 mètres carrés de revêtements en bitume, en bébé. Nous espérons libérer les chantiers pour le 20 janvier. Le premier délai contractuel de 12 mois a été prolongé. Les travaux ayant connu des suspensions pour diverses raisons, dont la crise de carburant, a rappelé que la réalisation de ces logements fait partie d'un gigantesque projet de construction de 4000 logements au profit des forces de défense et de sécurité financés par le budget national. Le projet concerne au total 80 camps dans 26 villes. Oui, il est tout pour améliorer les conditions de vie des hommes qui riment bien avec l'outil de travail. En la matière, le génie militaire dispose aujourd'hui d'équipements de pointe et d'hommes bien formés pour réussir ses nombreux chantiers à travers le pays. Face à la crise sécuritaire, le génie militaire s'impose désormais comme le bras baptiseur de l'État. C'est ce que nous dit Aloussine Touré. Sur le front de la crise sécuritaire, ils sont les premiers à ouvrir la voie et les derniers à quitter le chantier. Général de brigade Faravan Sangaré, directeur général du génie militaire. Le génie, c'est à la fois une arme et un service. Donc, en tant qu'arme, le génie appuie les unités au combat. Le génie militaire a pour mission aussi la réalisation, le suivi, l'entretien du domaine et des infrastructures militaires. Le génie a pour mission aussi de former le personnel, aussi d'assurer l'entretien et la réparation aussi des équipements. Routes, ponts, aménagements agricoles,
Là où l'insécurité fait reculer les entreprises privées, l'armée prend le relais. Colonel Ibrahima Traoré, sous-directeur du génie service. La sous-direction génie service s'occupe essentiellement de la partie, tout ce qui est travaux, l'élaboration des dossiers techniques, la conduite, le contrôle. Nous pouvons intervenir pour exécuter, c'était le cas de la sécurisation de l'aéroport par exemple, la sécurisation de l'OMAP, dans la réalisation de la ligne Biterne Manantali-Bamako. Pour les raisons de sécurité, nous avons intervenu au niveau du Baoulé. Les travaux ne sont même pas encore finis. Et l'autre forme, c'est que nous pouvons intervenir en mission de surveillance, de contrôle. Cette montée en puissance repose sur un arsenal massif, robots de déminage, stations de concassage et ponts flottants. Un matériel de dernière génération qui exige une formation d'élite. Colonel Salif Bazou Sissoko, sous-directeur logistique au génie militaire. Nous, notre mission première, c'est de participer d'abord à la maintenance préventive qui consiste à maintenir les engins et les véhicules de la direction du génie militaire en bon état de fonctionnement et aussi le suivi de tout ce qui est armement munitions et en collaboration avec les autres structures des forces armées et de sécurité et notamment avec la direction du matériel des hydrocarbures et du transport des armées à mettre à disposition les moyens nécessaires pour le déploiement des unités génie, que ce soit en opérationnel ou en organique. Au-delà de la technique, l'humain reste au cœur de la stratégie. Qu'il s'agisse d'escorter les citernes de carburant pour soulager la crise énergétique ou de dépolluer les zones minées pour protéger les civils. Colonel Mohamed Kaba, sous-directeur du génie armes. La sous-direction génie armes, ses missions passent dans un premier temps d'élaborer bien sûr les programmes de préparation opérationnelle des régiments. Les régiments indirectement relèvent de cette structure et nous en avons 3. Présentement, notamment à Bamako ici, le 34e régiment du génie militaire, à Bafou, le 26e régiment du génie et à Gao, qui est le 17e régiment du génie. Nous sommes chargés bien sûr de préparer les hommes à travers bien sûr ces régiments en vue de leur engagement dans les opérations. De l'académisation des cadres à la neutralisation des explosifs, le corps des bâtisseurs s'affirme comme le moteur du développement national. Colonel Daouda Diallo, commandant du centre de formation du génie militaire. L'école du génie a 3 grands centres de formation. Le premier centre, c'est le centre de formation de déminage et de dépollution qui a été baptisé cher en chef Seran Kouyaté. Le deuxième centre, c'est le centre de formation et d'entraînement nautique. Tout ce qui est opération fluviale, tout ce qui a trait à l'eau, donc nous sommes dans ce centre nautique pour effectivement soulager nos forces armées de défense et de sécurité. Le troisième centre, c'est le centre de formation technique du génie. Actuellement, nous sommes en train même de conduire certaines spécialisations au niveau de Sénou pour ces jeunes qui arrivent de la formation commune de base. Général de brigade Faraban Sangaré, directeur général du génie militaire. Avec le soutien des autorités politiques, le génie a acquis suffisamment de matériel de génie civil, de terrassement, des matériels aussi pour des bitumage, des matériels aussi dans le cadre aussi d'intervention dans le cadre du génie combat, c'est-à-dire les kits pour les interventions en ce qui concerne la neutralisation, la destruction des engins explosifs improvisés et la neutralisation des restes d'explosifs de guerre aussi. Donc nous avons aussi été dotés par des engins, des équipements de franchissement, notamment les Zodiac, et puis aussi il y a une vedette. Je voudrais profiter aussi pour parler de la devise du génie. Le génie, comme on dit, c'est construire, parfois détruire et toujours servir. À présent, c'est communiqué de l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que dans le cadre des opérations de surveillance des territoires de l'AES, les vecteurs aériens de l'AES ont traité avec succès dans la soirée du 17 janvier 2026 un regroupement des terroristes dans la zone boisée de Tassoubarat à 19 km au nord-ouest de Akbar, cercle d'Andraboukan, neutralisant plusieurs terroristes et un tricycle détruit. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la neutralisation coordonnée des terroristes continue dans l'espace AES.
7h20 à Bamako, quelques nouvelles hors des frontières maliennes. Le Fonds monétaire international annonce la conclusion de la 4e revue de son programme financier avec l'Éthiopie. Une décision qui permettra le versement d'environ 261 millions de dollars au gouvernement éthiopien. Attribué en 2024, le programme de près de 3,4 milliards de dollars visait à soutenir un ambitieux plan de réformes économiques, incluant notamment une révision en profondeur de la dette extérieure du pays. Au même moment, en RDC, le M23 affirme dans une déclaration publique s'y retirer de toute responsabilité sécuritaire et appelle au déploiement d'une force neutre pour protéger les populations civiles et les infrastructures stratégiques. Pour l'instant, ni le gouvernement congolais ni la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC n'ont officiellement réagi à cette déclaration du mouvement armé. Cette absence de réaction maintient les populations civiles dans l'incertitude quant à l'avenir du processus de paix et à la garantie de leur sécurité immédiate. Pendant ce temps, en Sierra Leone, le président Julius Maada Bio présente ses excuses aux victimes de la guerre civile de 1991 à 2002 qui a fait plus de 100 000 morts dans le pays. Il s'exprimait hier à l'occasion de la première journée nationale du souvenir en mémoire des victimes du conflit. Journée d'hommage en Sierra Leone, première prise de parole du président ougandais Yoweri Museveni au lendemain de sa victoire à la présidentielle du 15 janvier dernier pour remercier les électeurs. Il affirme que son score de 71% des voix témoigne de l'unité des Ougandais tout en qualifiant de traître certains membres de l'opposition. À 81 ans, donc 40 ans au pouvoir, le chef de l'État sortant en rempile pour un 7e mandat. Hors du continent, en Iran, le président Massoud Pezeshkian a affirmé hier que toute attaque visant le guide suprême Ali Khamenei serait une déclaration de guerre, une réaction au président américain Donald Trump qui a appelé à trouver un nouveau dirigeant. Et enfin, en Irak, les forces de la coalition dirigée par les États-Unis se retirent du pays. Nous annonçons aujourd'hui la fin de l'évacuation de toutes les bases militaires et de tous les quartiers généraux des conseillers de la coalition dirigée par les États-Unis dans les zones fédérales officielles de l'Irak, a déclaré le comité militaire chargé de superviser la fin de la mission de la coalition. Avec ces retraits, ces sites passent sous le contrôle total des forces de sécurité irakiennes. Radio Mali à Bamako et environ 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Cette nouvelle sportive, le Sénégal remporte la 35e Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a battu hier en finale le Maroc par 1-0 au terme des prolongations. Les Lions de la Teranga gagnent ainsi leur 2e trophée après celui de 2021. À suivre juste après cette édition, le dernier journal de la CAN avec Fotigui Tunkara. Un mot de culture dans cette édition. Comme vous le savez, 2025 avait été décrété année de la culture. Les 12 mois ont été marqués ici à l'ORTM par la réalisation du dossier, du magazine et d'émissions. Pendant toute l'année, les présentatrices du 20h de la télévision nationale étaient aussi habillées de façon traditionnelle. Des tenues confectionnées grâce à un partenariat entre l'ORTM et la styliste Kouyaté Aminata Pedro. Un partenariat que nous explique Bemba Sibi. Les médias sont l'écho de la société. Ils reflètent les couleurs politiques, institutionnelles, économiques, sociales et culturelles. Et l'ORTM a toujours inscrit ses actions dans cette logique. 2025, décrété année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, cette dynamique a pris une autre dimension. En plus de consacrer une large page à la culture dans le journal de 20h les dimanches, les présentatrices ont fait la promotion du Mali vestimentaire à travers le port des tenues du terroir. Sidiki Youssouf Dambélé, directeur de ORTM 1. Pour mettre en valeur le Made in Mali d'une manière générale. L'idée, c'était quoi? C'était de signer un partenariat avec elle pour habiller les présentatrices du journal de 20h les dimanches. Donc, vous avez suivi les éditions tous les dimanches pratiquement au cours des 6 derniers mois. Donc, les présentatrices du journal de 20h étaient habillées par Mimi Pedro en tissu traditionnel. Pendant 26 semaines, 52 tenues ont été présentées aux téléspectateurs. Des styles Peul, Dogon, Tamashek, bref, des styles maliens ont été mis en avant. Cette initiative entre dans le cadre d'un partenariat public-privé conclu entre le service de l'audiovisuel public et la styliste Mimi Pedro, Kouyaté Aminata Pedro à l'état civil. Ça a été une prise de contact avec la société malienne parce qu'à travers le RTM, on est rentré dans chaque famille. Les gens n'ont jamais su qu'on pouvait valoriser nos textiles à ce point en donnant un résultat pareil. Donc, ils étaient à chaque fois, on avait des commentaires assez positifs. Nous, ça nous a fait beaucoup d'ouverture, ça il faut le dire. Sidiki Youssouf Dambélé, directeur de ORTM 1. Chaque fois que les présentatrices portaient cette tenue-là, c'était vraiment apprécié. Nous, on recevait des retours
donc, pour apprécier, qui appréciait beaucoup ces tenues-là. Donc, et c'était aussi, de l'autre côté, une façon pour l'ORTM de soulager les présentatrices du journal, les présentateurs et les présentatrices du journal, parce que, tenez-vous bien, porter une nouvelle tenue à chaque édition, c'est pas facile. Ce partenariat gagnant-gagnant a permis de valoriser le Made in Mali sur le plan vestimentaire sur les écrans de la télévision nationale. Les deux parties envisagent la pérennisation de cette initiative en l'élargissant à d'autres créateurs maliens. 7h25 à Bamako, ainsi va l'actualité en ce lundi 19 janvier 2026. Cette tranche d'information vous a été servie par Alou Koulibaly à la mise en onde, à la mise en ligne Mohamed Koulibaly et au micro Brahma Traoré. À suivre le journal de la Cannes avec Fotigi Tungara déjà installé. Les prochains rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous, où que vous soyez.